et patati et patata. Et j'essaie d'être brève, mais en même temps, j'essaie de vous faire revivre un tout petit peu le film. Il réussit. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je viens de regarder deux films qui m'ont réellement marqué, comme d'ailleurs la plupart des films que je regarde. Je suis très difficilement au cinéma. Je préfère toujours regarder des vlogs et des trucs sur YouTube, mais parfois j'aime bien regarder de bons films. Et ce que j'aime avec ma façon de regarder, c'est que lorsque je regarde des films, je ne regarde pas un film avec l'angle forcément dans lequel il a été fait, ou du moins dans l'angle du réalisateur, mais j'aime souvent me poser beaucoup de questions après avoir regardé un bon film. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas partager mes analyses avec vous. Donc, il est 14h14 minutes. Je vous propose un nouveau format. Je suis en train de me préparer pour une petite séance photo à la maison. Donc, j'ai envie de capturer quelques looks. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça en même temps que je vous raconte le film que j'ai regardé, que je vous partage mon avis, ma lecture et mes réflexions à propos du film La Fracture. Let's go! Stop patiently. I will wait on this side of eternity. You're preparing a place where eternally I'll sing holy, holy. So je vais ranger ça sur des cintres, Yugos. Et pendant ce temps, on va parler. Alors, je vous disais que j'allais vous partager mon analyse d'un film que j'ai regardé il y a 2 jours. Donc, le titre du film, c'est La Fracture. En fait, le film commence tout de suite avec la scène d'un homme qui est au volant de sa voiture, accompagné de sa femme et de sa petite fille d'à peu près 5-6 ans ou sinon 7 ans. Les trois étaient en séjour pour Thanksgiving chez la famille de la femme, et apparemment les choses ne se sont pas très bien passées. La tension est un tout petit peu tendue entre le couple. On voit tout de suite qu'il y a quelques petits problèmes conjugaux entre le mari et sa femme. Et il y a quelque chose que la femme n'arrêtait pas de reprocher à son mari. Elle n'arrêtait pas de lui dire tu as changé, je voudrais que tu reviennes comme avant. Petit détail également, le monsieur est très prudent au volant, donc il conduit vraiment très doucement. Et dans le film, au bout d'un moment, la petite fille qui écoutait à l'arrière de la musique va avoir les batteries de son appareil qui vont s'affaiblir et va demander qu'on change des piles. Donc, ils vont conduire et s'arrêter à une station-service. Lorsqu'ils s'arrêtent à la station-service, le père s'en va pour chercher des piles. Il revient, il n'a pas exactement trouvé des piles. Il a pris quelques boissons et des trucs à manger, des trucs à grignoter. Plus tard, la petite fille demande à aller au petit coin, donc pour se soulager. Elle va y aller. Et en revenant, elle va demander son miroir. Sa maman va lui dire, mais où est-ce que tu as laissé le miroir? Donc elle répond à sa mère que j'ai laissé le miroir dans les toilettes des dames. La femme va alors chercher ce fameux miroir. Le monsieur, lui, il reste et il fouille dans la voiture, donc au niveau de la banquette arrière, pour voir s'il peut retrouver les traces de ce miroir. Pendant ce temps, la petite fille est hors de la voiture. À un moment, la petite fille fait face à un chien errant qui sort de nulle part et qui se dirige vers elle, ce qui l'effraie naturellement. Alors qu'elle recule, petit à petit, elle crie à son père. Donc son papa remarque très vite que sa fille est en danger, ramasse une pierre dans le but de chasser le chien et de rassurer sa fille. Mais en même temps, il lui dit que non, tout va bien, il ne va rien te faire, tout va bien. Ne bouge plus, arrête de bouger, arrête de reculer, parce qu'il faut dire que derrière la petite fille, il y a une fosse. Et elle ne le sait pas, elle n'arrête pas de reculer, c'est une enfant. Le père va réussir à faire fuir le chien, mais en même temps, au même instant où il arrive à faire fuir le chien, et au même instant, la petite fille chavire parce qu'elle arrivait jusqu'au bout de la fosse et elle tombe. Lorsqu'elle tombe, le père, sans hésiter, saute avec elle.
On revient quelques minutes plus tard, on voit le père qui reprend connaissance parce qu'il est tombé sur la tête. Il est tombé sur la tête. La petite fille également est tombée sur la tête. Et elle était plutôt consciente. Donc la femme arrive en même temps et demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Le mari se relève, il regarde sa petite fille et il dit ça va aller, elle a seulement une fracture, on va aller immédiatement à l'hôpital. Donc ils finissent par trouver l'hôpital le plus proche et lorsqu'ils arrivent, l'homme fait des pieds et des mains pour que sa fille soit admise en soins intensifs, passe vers une réceptionniste qui est très désagréable et qui ne veut pas l'écouter. Il retourne s'asseoir, il revient à plusieurs reprises pour forcer. Lorsqu'il va vers elle, il essaie de faire de son mieux pour que sa fille soit prise en charge. Et à un moment, il va être reçu par la dame, il va s'enregistrer et retourner s'asseoir, rassurer sa femme. Il faut que j'avance également dans ce que je fais. Donc, alors qu'ils sont finalement reçus par le médecin à l'hôpital, le médecin va dire aux parents que il n'y a rien de grave, la petite n'a rien de grave, juste une fracture, mais comme elle est tombée sur la tête, il faut forcément qu'on fasse un scanner pour voir si tout est ok. Et alors que la maman et la petite fille s'en vont pour l'opération, c'est à ce moment que les choses vont commencer à devenir très chelou. Petit détail que j'ai oublié, tout au long de la scène à l'hôpital, il n'arrête pas de voir des détails, des images assez bizarres à l'hôpital, des petites manœuvres qui se passent qui sous-entendraient que cet hôpital ferait donc certaines pratiques illégales. Plusieurs minutes ou plusieurs heures plus tard, il se réveille et il se rend compte qu'il a un bleu sur la tête. Donc il a comme un point de suture, on a eu à le traiter. Et de deux, lorsqu'il va vers la réceptionniste, la nouvelle réceptionniste, parce que entre-temps c'est l'après-midi, il y a eu une rotation des personnels de santé. Donc il va vers la dame et demande après sa fille. On lui dit qu'on n'a jamais admis sa fille à l'hôpital, ni sa femme, elle ne sait pas de quoi il parle. Il va aller vers plusieurs personnes et tout le monde s'attelle à dire qu'il est venu tout seul à l'hôpital, qu'il n'a jamais eu de femme, et même dans les enregistrements, dans les fichiers, on ne trouve aucune trace de ni sa femme, ni son enfant. Il commence à devenir complètement fou. Alors qu'il ne comprend rien de tout ce qui se passe et qu'il est tout paniqué et il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu ici avec ma femme, mon enfant pour traiter ma fille. Il demande après le médecin qui les a reçus, on dit que le médecin n'est plus là, donc il va vers un autre médecin. Le médecin essaie de le rassurer comme il peut, mais il est tellement, il devient de plus en plus impulsif, de plus en plus énervé. Et là, il y a l'agent de sécurité qui intervient. Finalement, on le retient enfermé quelque part à l'hôpital et on le bourre de sédatifs. Il reprend connaissance, il réussit à s'échapper, il sort, il rencontre dehors deux policiers à qui il va raconter toute l'histoire et va convaincre de retourner à l'hôpital pour avoir plus d'informations. Donc, ils retournent à l'hôpital, ils refont encore le même processus, ils vont vers les médecins, vers les infirmiers et tout le monde s'attelle à dire qu'il est venu seul. Alors, on propose d'aller regarder les caméras. Lorsqu'ils vont regarder les caméras, ils se rendent compte qu'il était tout seul. Mais la caméra, il y a des coupures, ça c'est de 1, mais de 2 également, il y a des angles qui ne sont pas pris en compte. Ce qui l'inquiète d'autant plus. Du coup, il commence à se dire que non, il y a quelque chose de pas net dans cet hôpital et il doit tirer ça au clair. Mais personne ne le croit. On fait venir une psychologue parce qu'on se dit il est malade. La psychologue parle avec lui, essaie de faire leur petit truc là, manger sa tête et le convaincre que et si on retournait à la fameuse station-service pour voir ce qui s'est passé, peut-être que là-bas on aura plus d'informations. Donc il retourne à la station-service avec les policiers et le psychologue. Une fois à la station-service, on retourne au lieu même où la petite fille est tombée et on se rend compte qu'il y a énormément de sang là par terre. Et là, les policiers sont tout de suite alertés, ils disent que non, c'est un malade mental, c'est sûrement lui qui a tué sa femme et son enfant. Et là, il y a des scènes où on essaie à peu près avec le psychologue de convaincre le monsieur que c'est dans sa tête, que tout ce qu'il a dit ne s'est pas passé et que probablement il a fait du mal à sa femme et à son enfant. Là, lui-même se met à croire un tout petit peu à cette hypothèse jusqu'à ce qu'il voit au loin le fameux chien. Et je pense que le chien était déjà mort, accroché quelque part, je ne sais plus. Mais le chien était là, il revoit le chien et se dit non,
j'ai pas inventé tout ça. Donc, il réussit à prendre l'arme de l'un des policiers, à prendre en otage la psychologue et à tout faire pour s'enfuir de là. Il réussit à s'enfuir de là et il retourne encore à l'hôpital dans le but de sauver sa femme et son enfant. Il fait des pieds et des mains pour réussir à entrer dans l'ascenseur, pour réussir à aller dans cette fameuse salle. Finalement, il le fait et lorsqu'il arrive dans cette salle, tout a changé. C'est comme si c'était un autre hôpital. Et alors qu'il a une blouse de médecin, il essaie de se cacher des personnes qui passent, des médecins qui passent. Il voit certains médecins, certains passer avec des box et des boîtes et sur lesquelles il était écrit organes humains. Et là, tout de suite, il comprend qu'il avait raison depuis le début et que cet hôpital faisait dans le trafic des organes humains. C'est la panique. Il réussit encore, mais vraiment, à se démêler comme il peut. Il fouille certaines chambres, il cherche là où se trouve sa femme et son enfant. Il va dans une première chambre, il voit un homme allongé. Lorsqu'il découvre le visage de l'homme, tout le corps de l'homme, tout son ventre a été vidé de ses organes. Il a complètement été vidé de ses organes. Il panique, il stresse. Il se rend vraiment compte que sa femme et sa fille sont en danger. Il va vers une autre chambre et finalement il trouve les médecins qui s'apprêtent à opérer sa fille. Il réussit à sauver sa fille, à sauver sa femme qui était dans un coin, qui avait été mise sous sédatif, donc elle avait été endormie. Il prend sa femme et sa fille, sa femme qui lui dit que j'ai été droguée. Donc il lui rassure et dit que ça va aller maintenant et patati et patata. Et j'essaie d'être brève, mais en même temps j'essaie de vous faire revivre un tout petit peu le film. Il réussit à prendre sa femme et son enfant, il s'en va. Alors qu'il essaie de se fuir, il laisse beaucoup de dégâts, il tire sur un médecin et il met le feu à l'hôpital en quelque sorte. Parce que finalement, ils sortent de l'hôpital, ils prennent la voiture et c'est là où on commence à comprendre le film. Alors qu'il part avec sa femme, qui est toute bizarre en fait. Et déjà quand il sort de l'hôpital avec sa femme et son enfant, il dit « Je vous ai sauvé, j'ai réussi à vous sauver ». Je me suis dit « Qui dit ça ?» J'ai réussi à vous sauver. Lorsqu'ils sont dans la voiture, sa femme lui dit tout va bien maintenant que tu es là. Et elle était vraiment très bizarre. Il fait hyper chaud, 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 chaud. Il fait trop chaud. Alors, on continue notre vidéo. Donc, il est dans la voiture avec sa femme et son enfant. Il parle à sa femme. Il lui demande comment ça va. Elle lui dit tout va bien maintenant que tu es là, maintenant que tu nous as sauvés, et patati et patata. Et à ce moment, il se concentre sur le volant et la caméra se dirige vers le rétroviseur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On se rend compte que à la banquette arrière, il n'y a ni sa femme ni son enfant, mais une pauvre femme qui s'apprêtait à subir une opération, donc qui a déjà le ventre ouvert et qui est en train d'agoniser parce qu'elle est en train de mourir. Effectivement. Et là, on retourne en arrière pour nous montrer ce qui s'est réellement passé. Alors, effectivement, Ray, donc l'acteur du film, je ne vous ai même... Et je vous ai même pas donné son nom. Il s'appelle Ray, désolé. Donc, Ray est atteint de problèmes de psyché. Du coup, son conscient et son subconscient sont complètement out. Il mélange les choses, il mélange les réalités. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Au moment où sa fille tombe et que lui saute avec elle, il tombe, effectivement, il perd connaissance. Mais lorsqu'il reprend connaissance, sa femme est en train de paniquer parce que le corps de leur fille est étalé sans vie. Elle est morte à cause du choc. Et elle panique, elle vient, lorsqu'il se lève, il est confus, il est... je pense que le choc a dû créer quelque chose en lui. Donc, il ne comprend rien, il ne parle pas. Et sa femme vient affolée vers lui et dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et il repousse sa femme. Et lorsqu'il repousse sa femme, elle se colle à un fer et meurt elle également. Et il s'est retrouvé là, avec le corps de sa femme et de sa fille sans vie. Une réalité dramatique qu'il n'a pas pu absorber, qu'il n'a pas pu digérer. Et du coup là, son cerveau va se mettre à recréer une autre réalité. Il va prendre le corps de sa femme et de son enfant, mettre derrière la voiture,
et aller à l'hôpital. Donc lorsqu'il va à l'hôpital, il est tout seul. Tout le long des scènes, il est tout seul. C'est lui tout seul qui a été reçu à l'hôpital. C'est lui tout seul qui a été traité par le médecin. Et tout ça, c'était dans sa tête. Et moi, je me suis dit, waouh. Et je vous disais au début de la vidéo que lorsque je regarde un film, je n'aime pas forcément regarder pour regarder et c'est tout. Je regarde rarement les films, mais j'aime trouver des films hyper intéressants, des films qui vont me donner matière à réfléchir plus tard. Et lorsque j'ai terminé de visionner ce film, je me suis demandé, tiens, c'est incroyable. Et je me suis dit, il a fait face à une réalité qu'il n'a pas supportée et il a décidé de recréer une autre réalité. Ok, lui, dans son cas, il est malade psychologiquement, il est psychologiquement malade. Mais je me suis dit, au-delà de l'aspect grave de la maladie, combien sommes-nous à faire face à des vérités, des réalités qu'on ne supporte pas, qu'on ne maîtrise pas, et du coup on décide de faire l'autruche, on décide d'ignorer ces réalités-là. Vous vous reconnaissez, je pense. Je pense qu'on est plusieurs à se reconnaître dans ça, surtout dans ces temps où c'est la vie du paraître un tout petit peu, c'est la vie des apparences, tout le monde ne vit que pour les apparences, les choses vont excessivement très 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 vite et on s'en retrouve parfois dépassé. Une chose importante, c'est que Ray trimballe déjà des troubles, il trimballe déjà des douleurs psychologiques que visiblement il n'a pas du tout traité. Des années avant, il avait déjà eu un premier mariage, il avait une femme qui est morte lors d'un accident. Il n'a visiblement pas digéré cette histoire, d'où le fait qu'en fait au volant il était excessivement prudent. Il conduisait mais très 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 lentement. Mais c'est quelque chose qu'apparemment il n'avait pas soigné. C'est une douleur qu'il avait mais qu'il a choisi peut-être d'ignorer, choisi peut-être de cacher. Et voilà que plus tard, la petite douleur est devenue une grosse douleur et a créé une grosse catastrophe. Et du coup, je me demande combien sommes-nous à vivre des choses ou à faire des choses ou à subir des choses qui nous affectent, mais on fait semblant que ça ne nous affecte pas plus que ça. On se dit qu'on est fort et on décide de camoufler ça. Mais camoufler une douleur n'a jamais été une solution. En fait, une douleur, on la traite. Une maladie, on la traite. Une blessure, on la fait soigner. Parce que sinon, il y a des infections. Et ce qui, au départ, aurait fait moins mal, fera beaucoup plus mal. Et moi, je me suis demandé, en fait, que on est plusieurs, en fait. Je prends l'exemple d'une personne qui choisit d'ignorer la réalité de ses finances, choisit de multiplier les achats, de vivre, en fait. Elle veut juste enjoy sa life. Elle veut juste profiter de sa vie. Mais alors qu'elle n'arrête pas de dépenser, qu'elle n'arrête pas d'acheter avec les sous qu'elle n'a pas, il y a sa maison qu'elle n'a pas payée, elle décide d'ignorer cette réalité-là. Il y a des gens qui sont derrière elle et qui demandent remboursement de leur argent. Elle a complètement ignoré cette réalité-là. Et parfois au début, lorsqu'on commence à ignorer une réalité, au début, on est conscient de ça, on se convainc. Mais au bout d'un moment, on réussit à étouffer cette réalité-là et c'est pire. Parce que c'est à ce moment qu'on rentre dans le déni total. Alors, moi j'ai fait une petite analyse. Maintenant, quelle leçon tirer de ce film? Je pense en numéro 1 qu'il ne faut jamais, jamais, au grand jamais, faire l'autruche face à une situation qui nous affecte d'une façon ou d'une autre. Face à une situation qui nous déprime, face à une situation qui crée en nous un mal profond, une douleur profonde. Il ne faut jamais faire l'autruche. C'est aggraver les choses. Je me dis que lorsqu'il y a un problème, il est mieux de le traiter tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais il est toujours mieux de le traiter. Il est toujours mieux de le traiter. Peut-être c'est la façon de traiter la chose qui va faire la différence, mais il ne faut pas faire l'autruche devant un problème parce qu'il risque de s'aggraver. Numéro 2, il faut demander de l'aide. Il faut demander de l'aide.
dans le film, Ray n'a visiblement jamais demandé de l'aide. Il ne s'est pas fait soigner. Il a perdu sa femme lors d'un accident de voiture. Il culpabilisait par rapport à ce décès-là. Il se sentait coupable. Mais il ne s'est pas fait soigner. Il n'a pas voulu changer ça. Je vais chercher les chaussures. Voici les différentes chaussures que je vais porter pour mon shooting. Avec également une paire de baskets que je ne vous montrerai pas ici parce qu'elle n'est pas propre du tout. Mais c'est juste pour les photos, donc voilà. Et en numéro 3, il ne faut pas s'isoler. De plus en plus, des personnes décident de s'isoler pour une raison ou pour une autre. Ils décident de s'isoler, mais souvent, lorsque vous vous isolez, dans le but de guérir, on ne guérit pas tout seul en fait. Les blessures vont s'aggraver et vous allez construire des murs en fait, des murailles autour de vous et ça, ce n'est pas du tout guérir. Ça, ce n'est absolument pas du tout guérir. N'ignorez pas vos problèmes, ne vous isolez pas, demandez de l'aide. C'est mon analyse de la situation. J'espère que ça vous aura fait du bien. Moi, je vais essayer de profiter du peu de soleil qui reste. J'ai souvent pensé à vous faire ce type de vidéo. Et d'ailleurs, j'ai un autre film que j'ai très envie de vous partager. Le titre de ce film, c'est La Forge. C'est un film chrétien et c'est un film qui est bourré d'enseignements. Et franchement, c'est pour moi un film que tous les hommes du monde entier doivent regarder. Tout père de famille doit regarder ce film. Et si vous avez envie que je vous fasse le résumé de ce film, ou du moins parce que je ne fais pas de résumé du tout, je suis très mauvaise pour ça, mais du moins que je vous donne mon analyse et mon avis sur ce film, faites-moi signe, dites-le moi en commentaire et surtout si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire, ça me fera énormément plaisir. Moi, je vous laisse.